Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va essayer de parler du syndrome cérébelleux. Le syndrome cérébelleux, c'est une entité clinique, ce n'est pas une entité, c'est-à-dire anatomopathologique. C'est-à-dire c'est des signes cliniques en rapport avec quelque chose. Ce syndrome cérébelleux, c'est-à-dire par définition, voilà, ce syndrome, donc, comme définition, c'est l'ensemble des symptômes cliniques liés à une atteinte du cerveau lui-même, ou interrompant les voies cérébelleuses dans le tronc cérébral et plus rarement dans la moelle épinière. Pour parler du syndrome cérébelleux, il faut essayer de parler un peu de l'historique. Donc, des chercheurs et des études faites ont montré que l'ablation du cerveau est incompatible avec la vie. L'ablation totale du cerveau est incompatible avec la vie. Par contre, une ablation partielle, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une agénésie d'une hémisphère cérébelleuse ou du vermis, elle est compatible avec la vie, bien sûr. Donc, concernant ce syndrome cérébelleux, on a deux attitudes. On a le syndrome cérébelleux, c'est-à-dire l'étude analytique, et on a, c'est-à-dire avec cette étude analytique, on a l'ataxie cérébelleuse. L'ataxie cérébelleuse, premièrement, on a l'étude analytique, on a l'élargissement de polygones de sustentation en position debout, présentant des oscillations en tous sens, non aggravées par la fermeture des yeux. Les pieds joints, contraction incessante donc des tendons des jambiers antérieurs, c'est la danse des tendons. Mais avant de parler donc de cette ataxie cérébelleuse, moi j'aimerais bien, c'est-à-dire vous parler un peu des troubles donc de la coordination. Mais avant de parler de ces troubles de la coordination, j'aimerais bien aussi vous parler donc de ces troubles donc de la statique, et c'est-à-dire l'élargissement du polygone de sustentation du cérébelleux et la présentation des oscillations et le centre de gravité, il est toujours, c'est-à-dire inconstant et instable, mais malgré cela, le cérébelleux ne tombe jamais. Vous le voyez comme ça, donc il titube, il a une démarche un peu spéciale. Donc, mais ce qui caractérise le cérébelleux, c'est-à-dire que le cérébelleux ne tombe jamais. La marche. La marche donc de patients atteints de syndrome cérébelleux, il y a toujours un élargissement du polygone de sustentation. Le tronc donc il est toujours donc il est instable. Le centre de gravité il est toujours aussi instable, il bouge avec ses jambes qui sont écartées. Et lorsqu'il marche, la démarche comment elle est un peu spéciale, ce qu'on appelle la démarche ébrieuse, c'est-à-dire que le cérébelleux marche comme un homme ivre. On a parlé un peu de l'ataxie cérébelleuse avec les caractéristiques de cette ataxie, c'est-à-dire l'élargissement du polygone de sustentation, la démarche ébrieuse, c'est-à-dire que le cérébelleux marche comme un homme ivre, mais l'étude analytique avec les différents syndromes, donc des différents signes cliniques qu'on les retrouve, généralement on a ce qu'on appelle une hypotonie. Cette hypotonie, comment elle est? L'hypotonie chez le cérébelleux, c'est-à-dire, par définition, l'hypotonie, c'est quoi? C'est perte de la résistance passive d'un muscle. On la cherche, c'est-à-dire, on cherche ce signe clinique par la manœuvre donc, de Stewart et Holmes, qui consiste à demander donc, au cérébelleux de résister contre une flexion forcée, et on remarque, lorsque l'examinateur ou le médecin relâche cette flexion, la main donc du cérébelleux vient heurter sa poitrine. Pourquoi? Parce qu'il y a une diminution de la résistance passive donc de muscles. C'est pour cela qu'on a ce signe clinique. Avec donc ce signe clinique, qu'est-ce qu'on a encore? J'ai dit l'hypotonie donc sur la passivité, donc la manœuvre de Stewart-Holmes. Et on a aussi un signe clinique des réflexes ostéododons sont pendulaires, c'est-à-dire il y a une hyperréflexivité caractéristique. Avant de parler donc de ces signes cliniques, j'ai oublié de vous parler d'une chose importante pour le rappel anatomique. Je crois que j'arrive donc pour parler de ce rappel anatomique.
Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc l'hypotonie chez le cérébelleux, c'est perte de la résistance passive des muscles. Après l'hypotonie, on a aussi la dysarthrie. La dysarthrie, c'est pas une aphasie. L'aphasie ou l'atteinte, elle est substentorielle. On peut avoir une aphasie de Broca, une aphasie motrice de Broca, ou bien une aphasie sensitive de Wernicke. Pas du tout, c'est pas la même chose. Mais la dysarthrie, par définition, c'est quoi? C'est une perte des mélodies des phrases. Donc, au lieu que je vous parle correctement comme ça, c'est-à-dire j'utilise des mots corrects et tout, donc le cérébelleux, au sein d'une même phrase, il peut crier, il peut parler doucement. Donc, la dysarthrie, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est qu'il y a une perte de la mélodie des phrases, qui est un signe caractéristique donc, du cérébelleux. Il y a aussi des troubles de l'écriture, ce qu'on appelle une dysgraphie, pas une agraphie, mais c'est une dysgraphie. Lorsqu'on parle d'une dysgraphie, que ce signe clinique, on peut le trouver aussi dans le syndrome extrapyramidal et dans le syndrome cérébelleux. Cette dysgraphie, c'est-à-dire qu'au sein d'une même phrase aussi, le cérébelleux peut commencer à écrire en minuscule et pour donc finir de mettre des mots, c'est-à-dire en majuscule, en grand. Donc, il n'y a pas une harmonie dans l'écriture de ce cérébelleux. C'est pour ça, comme pour cela, qu'on parle d'une dysgraphie. Voilà, c'est pour cela qu'on parle d'une dysgraphie. Les signes aussi de syndrome cérébelleux, surtout l'étude analytique, on a aussi l'hypermétrie. L'hypermétrie, c'est-à-dire que le cérébelleux, le but est atteint, mais d'une façon démesurée. On cherche ce signe clinique. Si l'hypotonie allait chercher par donc la manœuvre de Stewart et Holmes, l'hypertrophie, c'est par la manœuvre doigt sur le nez. On a aussi un autre signe clinique très important qui est la dyschronométrie. La dyschronométrie, c'est quoi? On la trouve dans les atteintes unilatérales. Dans une atteinte unilatérale, c'est-à-dire que le cérébelleux, d'un côté où il y a l'atteinte, il y a, c'est-à-dire le but est atteint d'une façon démesurée, mais l'autre côté où l'hémisphère cérébelleux est sain, donc on peut avoir ce qu'on appelle une attitude normale. C'est pour cela que ce signe clinique, on peut le mettre en évidence dans l'atteinte unilatérale en demandant, c'est-à-dire au malade, de mettre simultanément les deux doigts sur le nez. Et vous allez remarquer qu'il y a un retard de la mise en route du mouvement. Ce retard, donc, il est manifeste et on le voit par le cérébelleux dans les atteintes unilatérales. C'est plus une hypermétrie, mais une dyschronométrie, le retard de la mise en route du mouvement. On a la dyschronométrie, on a la diadococinésie. La diadococinésie, dans l'étude analytique aussi, il est caractéristique du syndrome cérébelleux. C'est on demande au malade de faire des mouvements de pronosupination. Et c'est l'impossibilité donc de faire l'épreuve de marionnette. L'épreuve de marionnette, c'est quoi? C'est ce geste de pronosupination. On peut aussi avoir un signe caractéristique aussi donc du syndrome cérébelleux qui est la synergie. La synergie qui est un signe clinique qui est mis en évidence, c'est-à-dire découvert par Babinski, donc dans les années 50. C'est quoi la synergie? La synergie, vous allez remarquer que chez le cérébelleux, le buste reste toujours en arrière par rapport au membre inférieur. C'est pour cela qu'on parle que le centre de gravité, c'est-à-dire il n'est pas stable. Donc la partie supérieure ne suit pas la partie inférieure. C'est pour cela qu'on parle d'une asynergie. C'est-à-dire dans le corps lui-même, il n'y a pas de coordination. Donc il y a la partie supérieure du corps, le buste, qu'on appelle le buste, il reste toujours en arrière par rapport au membre inférieur. Ça, si on a vu donc l'hypotonie, l'étude analytique, on a vu donc l'hypermétrie, la dyschronométrie, on a vu la diadococinésie et la synergie. Ce sont donc les signes cliniques, donc on peut les rencontrer en cas d'atteinte cérébelleuse. J'ai oublié de vous parler tout à l'heure pour les signes cliniques. On a d'habitude, lorsqu'on a une atteinte au niveau, donc lorsqu'on a une atteinte au niveau donc d'hémisphère cérébelleux gauche, on aura des signes cliniques comment? Du même côté ou de l'autre côté. Pour le syndrome pyramidal, si on a une atteinte frontale, les signes cliniques sont de l'autre côté. Pourquoi? Parce que le fissure pyramidal,
donc décus au niveau de la pyramide bulbaire, le limnisque médian, pour donner des signes cliniques de l'autre côté, ce qu'on appelle le syndrome, le faisceau pyramidal croisé, mais le faisceau pyramidal direct, il n'a pas de grande valeur sémiologique pour l'atteinte pyramidale. Par contre, pour le syndrome cérébelleux, on a le faisceau de Gowers et le faisceau de Flixig qui décusse 2 fois. Il décusse la première fois au niveau des amygdales cérébelleuses pour devenir contralatéral et il décusse une deuxième fois au niveau du tronc cérébral pour devenir du même côté. C'est pour cela que les signes cliniques en cas d'atteinte cérébelleuse, ils sont du même côté. J'ai oublié de vous parler un peu de rappel anatomique tout à l'heure parce que j'ai un problème avec les diapos. Ils sont bloqués, je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Et donc, on a essayé de détailler un peu la clinique qui vous intéresse beaucoup. Et si vous avez un malade devant vous et qui présente des signes cliniques en faveur d'un syndrome cérébelleux, donc, qu'est-ce que vous aurez comme signe clinique? J'ai dit tout à l'heure, on a l'étude analytique, on a l'ataxie cérébelleuse. L'ataxie cérébelleuse, elle est caractérisée par donc le polygone de sustentation, l'élargissement du polygone de sustentation, la démarche comme on démarche, elle est ébrieuse. Ça, c'est l'ataxie cérébelleuse, mais on peut avoir aussi, comme signe clinique, on peut avoir des hallucinations, on peut avoir une hypermétrie visuelle, on peut avoir un nystagmus aussi, donc, qu'on peut les trouver en cas d'atteinte cérébelleuse. Ce syndrome cérébelleux qu'on vient de vous parler, c'est-à-dire si vous avez des signes cliniques en faveur d'un syndrome cérébelleux, si on a une atteinte statique, on parle d'un syndrome cérébelleux statique, mais s'il y a des troubles de la marche avec des troubles de la coordination, on parle d'un syndrome cérébelleux cinétique. Dans les atteintes, c'est-à-dire vermiennes, du vermis, on aura c'est-à-dire des signes cliniques en faveur d'un syndrome cérébelleux statique, mais si on a une atteinte hémisphérique, surtout chez l'adulte, parce que chez l'enfant, la tumeur, elle est vermienne, mais chez l'adulte, elle est hémisphérique, on aura ce qu'on appelle un syndrome cérébelleux cinétique. Pour parler donc de ce syndrome cérébelleux, et vous avez un malade donc, qui présente un syndrome cérébelleux avec tout le signe clinique que j'ai déjà cité, qu'est-ce qu'il faut demander? Il faut demander des examens complémentaires. Le premier examen complémentaire à demander, c'est le scanner. La TDM en SPC, c'est-à-dire sans produit de contraste, et avec injection de produit de contraste. Avec injection de produit de contraste pour voir donc l'aspect de ce processus. Qu'est-ce qu'il y a comme processus? Est-ce que c'est un processus qui est charnu? Est-ce que c'est un processus qui est kystique? On verra par la suite pour l'étiologie, lorsqu'on parle de l'étiologie. C'est très important. Et c'est-à-dire, il faut voir les différents examens. Est-ce qu'il y a, donc, comme c'est un processus qui occupe la fosse cérébrale postérieure, parce que pourquoi? Le cervelet, donc, il est fait donc, d'un aspect un peu particulier. Donc, il y a 2 hémisphères cérébrelleuses, il y a les amygdales cérébelleuses, il y a une formation médiane qu'on appelle le vermis. L'aspect donc, qui diffère donc, de l'hémisphère cérébraux. Donc, ce n'est pas un aspect avec des circonvolutions, mais un aspect caractéristique, c'est l'amyleux. J'avais la diapo, mais je m'excuse pour cette fois-ci. Je vais essayer de me rattraper prochainement, Inch'Allah. Donc, j'ai dit qu'il faut demander un scanner à la recherche donc, d'un processus de la fosse cérébrale postérieure, d'un processus donc, vasculaire, kystique, abcès, hématome ou autre chose. C'est très important donc de demander et chercher aussi, comme le processus est situé au niveau de la fosse, il comprime le V4, on peut avoir une hydrocéphalie sustentorielle par obstacle à l'écoulement du LCR, qu'on peut le voir aussi au scanner. Après le scanner, on a un autre examen complémentaire plus sophistiqué et plus important qui est l'IRM. L'IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique avec les différentes séquences T1, T2, on fait diffusion, on fait spectro. Le spectro, lorsqu'on arrive à l'étiologie, on va vous parler. Par exemple, le méduloblastome chez le cérébelleux, il a un aspect caractéristique. Il y a un pic de taurine, donc à la spectroscopie à l'IRM, qui peut vous orienter d'emblée sans avoir une étude anatomopathologique. Il s'agit d'un méduloblastome. Et ça va aider énormément le chirurgien. L'astrocytome kystique et autre chose. Mais le G,
c'est-à-dire ces examens comme la radio crâne, la radiographie, c'est-à-dire standard du crâne, sauf chez l'enfant, une tumeur qui se développe et qui est là. On peut avoir des empreintes digitiformes. On peut avoir chez l'adulte une érosion de dorsum scellé, donc des signes indirects donc, de l'HIC uniquement. Mais demander des examens tels que l'EG ou non, il ne trouve pas ces indications donc actuellement pour les processus de la fosse cérébrale postérieure. Si on veut parler de l'étiologie maintenant, l'étiologie donc du syndrome cérébelleux, c'est quoi? L'étiologie, c'est en fonction donc de l'âge de l'enfant. L'enfant, lorsqu'on parle de l'enfant, donc pour parler de l'enfant, la tumeur la plus fréquente chez l'enfant, c'est MEA, MEA. C'est méduloblastome, épendymome et astrocytome. C'est les tumeurs les plus, c'est-à-dire les plus rencontrées donc dans le vrai. Si on commence à parler un peu, c'est-à-dire avant de parler des tumeurs, on parle donc des étiologies congénitales telles que la malformation congénitale. J'ai dit tout à l'heure que la génésie du corps calleux, elle est incompatible avec la vie, mais la génésie partielle de vermis ou du V4, ou, d'une hémisphère cérébelleux, elle peut exister. On a le Dandy Walker, c'est une pseudo-kystation du V4 qui peut se manifester avec les différents stades par donc un syndrome cérébelleux. On a l'Arnold-Chiari, donc cervical, une véritable méningocèle, donc encéphalocèle qui peut aussi les différents stades peut se manifester cliniquement par un syndrome cérébelleux. Ça, c'est pour l'étiologie donc congénitale. On a l'étiologie tumorale, j'ai dit chez l'enfant, c'est MEA, méduloblastome, épendymome, astrocytome. L'astrocytome, il y a l'astrocytome microkystique, il y a l'astrocytome pilocytique, c'est-à-dire qu'il faut voir. Et l'astrocytome pilocytique, c'est la tumeur bénigne par excellence. Chez l'adulte, c'est le contraire. C'est MEA, c'est le AEM, c'est l'astrocytome, l'épendymome et le méduloblastome. On peut avoir d'autres étiologies telles que l'hémangioblastome, telles que on a l'hémangioblastome, on a aussi, on peut avoir le méningiome chez l'adulte, bien sûr, pas chez l'enfant. On peut avoir l'hémangioblastome, qui est une localisation préférentielle aussi en matière donc, de syndrome cérébelleux, qui peut être à l'origine de syndrome cérébelleux. On peut avoir une origine donc, infectieuse, on peut avoir un abcès, on peut avoir un kyste hydatique qui siège au niveau de la fosse cérébrale postérieure et qui est à l'origine donc, d'un syndrome cérébelleux statocénitique. On peut avoir comme cause donc, traumatique un hématome suddural, on peut avoir, c'est-à-dire un hématome extradural aussi, qui peut donner le tableau clinique d'un syndrome cérébelleux. Le traitement, bien sûr, le traitement, c'est en fonction de l'étiologie. Si on a donc une tumeur, il faut faire une exérèse totale de cette tumeur et complétée par une radiothérapie ou bien une chimiothérapie, ça dépend de la nature histologique, donc lorsqu'on opère le malade. S'il s'agit donc d'un hématome suddural ou bien d'un abcès, il faut traiter l'abcès et compléter par un traitement adjuvant, traitement antibiotique. S'il s'agit donc d'un hématome extradural, il faut aussi donc opérer l'extradural et évacuer l'extradural pour permettre aux patients d'avoir une vie normale. J'attends vos questions pour éclaircir les choses. Merci beaucoup. Je réponds à Madame Kautar pour le MEA, c'est M-E-A. MEA, c'est-à-dire méduloblastome, épendymome et astrocytome. Oui, Nour al-Islam, Chérifi, effectivement, les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure, c'est une urgence chirurgicale par excellence. On ne peut pas laisser quelqu'un qui a un processus de la fosse dans la nature. Ça, c'est médico-légal. C'est-à-dire, une fois qu'il consulte dans un service, il faut que le médecin qui le consulte contacte d'autres services s'il n'a pas de place. Mais laisser un processus de la fosse cérébrale postérieure dans la nature, c'est criminel. C'est une urgence
neurochirurgicale par excellence. Pour celui qui utilise le Redmi Note 8, est-ce que les symptômes cités sont pathognomoniques? Les symptômes cités, c'est-à-dire une fois que vous aurez un malade qui souffre donc d'un processus de la fosse cérébrale postérieure et cliniquement, c'est-à-dire il ne peut pas avoir tous les signes cliniques, mais si on trouve donc des signes cliniques, donc on peut avoir aussi, c'est-à-dire on peut dire, c'est-à-dire que ce malade a un syndrome cérébelleux. Si on a uniquement des troubles de la coordination à type d'une dysmétrie ou bien une dyschronométrie ou bien une adiadochocynésie, oui, on dit qu'il est ce signe clinique et pathognomonique, mais parler d'une atteinte cérébelleuse d'origine tumorale ou vasculaire ou infectieuse, non, il y a d'autres signes cliniques, si les maladies dégénératives, telles que la maladie de Friedreich, donc les maladies dégénératives en neurologie, peuvent donner le même tableau clinique, alors qu'il n'y a pas d'étiologie. L'étiologie, il faut la chercher autre. Pour Maïssa, le Dandy Walker, c'est une malformation congénitale. Donc, au niveau donc, du V4, c'est une pseudo-kystisation du V4 avec des degrés. Bien sûr, on a, c'est-à-dire une agénésie donc, du V4 et qui va être remplacée par un pseudokyste. C'est pour cela qu'on parle d'une pseudo-kystisation du V4. Il y a un traitement, bien sûr. Imen pour les signes radiologiques. Les signes radiologiques, donc c'est les signes d'HIC à la radiographie standard. Les signes radiologiques, c'est quoi? C'est les empreintes digitiformes, c'est l'érosion de dorsum scellé, c'est les déjonctions des sutures, c'est des signes cliniques. Mais maintenant, on ne demande plus les radiographies standards du crâne. On demande d'emblée un scanner ou bien une IRM. Et au scanner et l'IRM, c'est-à-dire le processus, il est évident. Donc, s'il y a un processus, c'est évident, soit que ce soit au scanner ou bien à l'IRM. Oui, même pour un médecin généraliste. Médecin généraliste, il est médecin spécialiste en neurologie. Parce qu'en cinquième année ou quatrième année, lorsqu'on fait le module de neurologie, on est dans un service de neurologie, c'est-à-dire il y a toujours des processus de la fosse cérébrale postérieure. Et donc, savoir examiner un malade et chercher les signes cliniques, c'est-à-dire pour dire qu'il s'agit d'un syndrome cérébelleux, c'est facile. Hein? J'ai dit tout à l'heure, donc l'épreuve de doigt sur le nez, l'épreuve de marionnette, la démarche, vous observez le malade en train de marcher devant vous, position debout avec élargissement du polygone de sustentation, la démarche, elle est ébrieuse, marche comme un homme ivre. Ça vous oriente vers un syndrome cérébelleux, donc statique ou statocinétique, c'est pas important. C'est à partir de là que vous allez demander des examens complémentaires. Non, c'est-à-dire la maladie de Holmes, c'est pas une maladie, mais c'est la manœuvre de Stewart et Holmes. Ça, c'est un médecin donc, qui a examiné c'est-à-dire ces malades. Il a remarqué qu'il y a une hypotonie chez ces malades. Comment il a fait? Donc, il a demandé à son malade de résister contre une flexion forcée. Comme ça. Donc, il demande à son malade donc, de résister contre une flexion forcée. Après, il relâche donc cette flexion. Le malade, sa main vient heurter sa poitrine. Donc, il n'y a pas de résistance passive. C'est pour cela que sa main vient heurter sa poitrine. Donc, c'est un signe clinique. C'est la manœuvre de Stewart-Hunt pour chercher une hypotonie chez le cérébelleux. Vous avez bien parlé donc pour l'installation du signe clinique progressif, c'est plus ou moins progressif, c'est un processus qui se développe dans la fosse cérébrale postérieure, c'est-à-dire processus peut-être un astrocytome kystique, peut-être mais lorsqu'il s'agit d'un méduloblastome ou bien d'un méningoblastome qui a saigné, les signes cliniques qui sont rapidement installés. Par contre, les signes infectieux, oui, effectivement. Donc, c'est-à-dire il y a un syndrome infectieux, fièvre ou déficit, ou il y a une notion, par exemple, d'une otite ou bien de quelque chose comme ça, porte d'entrée, pour être orienté vers un tableau clinique plus ou moins aigu ou subaigu, qui est le processus infectieux. Tout à fait d'accord. Non, le tremblement ne fait pas partie du syndrome cérébelleux. On peut le trouver chez quelqu'un qui a un parkinsonien, par exemple, ou bien quelqu'un qui a un tremblement essentiel. Donc, il peut développer lui aussi donc un syndrome cérébelleux. Mais le tremblement ne fait pas partie du syndrome cérébelleux.
Kadri, les symptômes que j'ai déjà cités, mais je peux les répéter, pas de problème. Pour l'ataxie cérébelleuse, on a l'hypotonie, on a l'hypermétrie, on a la dyschronométrie, on a la diadococinésie et on a la synergie. On a la station debout, c'est-à-dire donc l'élargissement de polygones de sustentation, et on a aussi donc la démarche ébrieuse. C'est ça les signes cliniques, les symptômes cliniques d'un syndrome cérébelleux. La place du traitement médical chez le cérébelleux congénital, c'est-à-dire c'est un traitement symptomatique, mais il faut toujours, lorsqu'il s'agit d'une étiologie évidente, il faut corriger cette étiologie. Si c'est un Arnold-Chiari, il faut l'opérer. Si c'est un processus, il faut l'opérer. Si c'est un processus infectieux, il faut le traiter aussi. Il y a toujours un traitement radical et un traitement adjuvant. Mais il n'y a pas de traitement médical au sens propre du mot. Pas du tout. La démarche ébrieuse, c'est-à-dire elle est là tant que le processus ou bien l'agent responsable donc de cette pathologie. Mais des fois, lorsqu'il s'agit d'une tumeur, donc et on met le malade sur corticoïde pour le préparer pour une intervention, c'est-à-dire on peut avoir, c'est-à-dire la régression donc de cette démarche ébrieuse. Une diminution peut-être, mais ça sera donc dans un temps un peu restreint, mais il faut toujours préparer le malade pour une intervention chirurgicale. Non, non, pas du tout. Non, il y aura toujours c'est-à-dire une étiologie pour le syndrome cérébelleux. Il y a toujours une étiologie. C'est pas normal. Il y a d'autres étiologies, telles qu'un AVC, par exemple, chez le sujet âgé, un AVC donc, qui siège dans le territoire donc, cérébelleux. Oui, il peut être à l'origine donc, d'un syndrome cérébelleux. C'est un sujet âgé qui a fait un AVC, que ce soit ischémique ou bien hémorragique. Les examens qu'il faut demander, il faut commencer par un examen simple, qui est le scanner, et pour compléter par la suite par une IRM cérébrale, avec toutes les séquences qu'il faut. Quand je dis les séquences, c'est les séquences, hein. C'est-à-dire IRM en T1, IRM en T2, IRM avec séquence de diffusion, IRM avec spectro. Il y a même maintenant qu'ils font la tractographie aussi pour voir le faisceau de Plix, de Flixi et GOS. Oui. Oui, c'est-à-dire une sclérose en plaques en poussée peut toucher aussi, parce qu'elle touche tout le même médulaire, hein, donc elle peut toucher aussi le parenchyme cérébelleux. Il peut être à l'origine, donc ça c'est un problème de neurologie, pas un problème de neurochirurgie. Le syndrome de Wallenberg, c'est un syndrome de tronc cérébral, n'a rien à voir avec le syndrome cérébelleux, mon ami. J'ai dit les symptômes peuvent être transitoires, oui, si on traite le malade, c'est-à-dire chirurgicalement, donc on peut avoir donc une guérison et les symptômes peuvent être transitoires si l'étiologie n'est plus là, bien sûr. La cause la plus fréquente du syndrome cérébelleux, généralement, c'est les tumeurs, surtout chez l'enfant. Le méduloblastome, l'astrocytome, l'épendymome, c'est les causes tumorales qui sont les plus fréquentes comme cause pour le syndrome cérébelleux. Il n'y a pas d'étiologie chronique, pas du tout. C'est-à-dire, lorsqu'on dit qu'il y a une étiologie, il n'y a pas d'étiologie chronique, il y a une étiologie qui est là. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler d'une étiologie chronique. Donc, s'il y a un malade qui a un processus de la fosse cérébrale postérieure, que ce soit épendymome, astrocytome, méduloblastome, hémangioblastome, tératome, tout ce que vous voulez, on ne peut pas vivre avec ça. On ne peut pas laisser évoluer. Si vous le laissez évoluer, c'est l'engagement, et c'est le décès, et c'est l'hydrocéphalie, et c'est l'interruption des voies d'écoulement du LCR, soit par la tuberculose de Selvi, soit par le trou de Leschheim-Magendie. Donc, on ne peut pas vivre avec, on ne peut pas qualifier l'étiologie d'un syndrome cérébelleux comme étant une étiologie chronique. Non, c'est une étiologie qu'il faut traiter. Merci. I think that most of the people of Congo speak English, and most of the Algerian society and people speak French. I hope that je pense que le message est passé pour nos amis qui sont connectés avec nous de l'Afrique. Nous sommes des Africains comme eux. Merci beaucoup. Il n'y a pas de place pour le traitement médical. Le traitement médical, on peut, c'est-à-dire l'utiliser comme traitement, c'est-à-dire pour préparer l'intervention. Le traitement médical, c'est des corticoïdes. On donne de la dexaméthasone, solipred, solimedrol. Donc, on peut jouer avec ça, mais uniquement pour préparer donc l'intervention.
Si le malade a beaucoup de céphalie, il a beaucoup d'œdème, ce processus, c'est-à-dire il est entouré par beaucoup d'œdème, on peut, oui, effectivement, utiliser des corticoïdes comme traitement médical. Traitement médical avec les adjuvants, le KCL et tout, les antiacides, mais il n'y a pas de traitement médical. Le traitement, c'est un traitement chirurgical. Oui, si vous avez des céphalies dues à une hydrocéphalie par donc obstruction des voies d'écoulement du LCR, c'est normal. Ils ne vont pas, c'est-à-dire disparaître ces signes cliniques. Ils vont rester jusqu'à donc traiter le malade par une valve de dérivation ventriculaire, ventriculo-péritonéale, ou bien en traitant d'emblée le processus qui est au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Oui, dans les maladies infectieuses, telles que la maladie infectieuse, abcès, par exemple, de la fosse cérébrale postérieure, oui, tu peux avoir un syndrome cérébelleux. Si vous avez un kyste hydatique de la fosse cérébrale postérieure, oui, tu peux avoir aussi un syndrome cérébelleux. Tout à fait normal. Mais la maladie infectieuse, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire par votre question. La tumeur la plus fréquente chez l'adulte, c'est l'astrocytome. C'est les tumeurs gliales, bien sûr. Comme j'ai dit, MEA chez l'enfant, méduloblastome, épendymome, astrocytome. Chez l'adulte, c'est AEM. AM. C'est astrocytome, épendymome, méduloblastome. Mais bien sûr qu'il y a de l'inflammation. Ce processus, il est entouré par de l'œdème. Il est en train d'infiltrer le parenchyme cérébelleux. Donc, il y a toujours de l'œdème. Si vous avez une métastase, surtout les métas, c'est-à-dire, ce qui caractérise les métas, c'est l'œdème. Ce qui caractérise l'abscisse, c'est l'œdème. Il y a beaucoup d'œdème. Et c'est les antiœdèmes, donc, qui vont agir. Et les antiœdèmes, c'est quoi? Ce n'est pas les anti-inflammatoires non stéroïdiennes, mais c'est les anti-inflammatoires stéroïdiennes, c'est-à-dire les corticoïdes. Le pronostic des astrocytomes, c'est un pronostic favorable, meilleur. L'astrocytome kystique, c'est une tumeur bénigne par excellence. La place du mannitol, c'est dans le traitement de l'urgence. En cas de poussée d'HIC, on utilise le mannitol. Mais, c'est-à-dire, on a peur du fait rebond du mannitol, c'est-à-dire que les symptômes reviennent juste après. C'est pour cela qu'il est utilisé uniquement pour lutter contre une HIC aiguë. C'est tout. Il y a des tumeurs malignes, il y a des tumeurs bénignes. Si le méduloblastome est une tumeur maligne, donc avec un traitement adjuvant, corticoïde, chimiothérapie et radiothérapie, maintenant on parle, c'est-à-dire de bon pronostic. Mais il y a des tumeurs gliales de haut grade, il y a l'épendymome de haut grade aussi. C'est en fonction du grading. C'est à partir de là qu'on parle de tumeur bénigne ou de tumeur maligne. Oui, j'ai dit tout à l'heure que les maladies dégénératives, où il faut c'est-à-dire un suivi par les neurologues. Il n'y a pas de traitement pour les maladies dégénératives. Donc, la maladie de Holmes, qui est une atrophie cérébelleuse, c'est comme la maladie de Friedreich. Donc, il n'y a pas de traitement, mais il faut un suivi en neurologie. Ça, c'est l'avenir de la génétique, hein. C'est qui va bouleverser le pronostic donc, de ces maladies dégénératives et génétiques. La sclérose en plaques, peut-être, oui, Benmo. Mais la maladie de Parkinson, il y a des signes cliniques, c'est-à-dire qui ressemblent surtout à la bradykinésie, les troubles de la marche, c'est-à-dire on peut avoir, mais ça n'a rien à voir. La maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, c'est autre chose, mais en cas de sclérose en plaques, on peut avoir le syndrome cérébelleux. Maladie de Parkinson, non. Il y a la rigidité, la kinésie et le tremblement. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de Babinski pour le syndrome cérébelleux. Le Babinski, c'est ce qui caractérise le syndrome pyramidal, pas le syndrome extrapyramidal et pas le syndrome cérébelleux. Donc, le Babinski, on le trouve uniquement dans l'atteinte pyramidale, mon cher ami. Non, c'est-à-dire une métastase cérébrale, on peut se dire la mettre en évidence généralement par le médecin, donc
qui suit le malade, parce qu'il faut des contrôles tous les 6 mois, des contrôles donc tous les 3 mois, avec une scintigraphie osseuse, avec des radios donc, du contrôle. Mais cliniquement, si le malade présente des céphalies, présente donc un déficit moteur, surtout crise d'épilepsie, à ce moment-là, il faut suspecter chez lui une métastase cérébrale, auquel cas, il faut l'explorer et demander des examens complémentaires. Pas du tout. Lorsqu'un processus touche le vermis, on a ce qu'on appelle un syndrome cérébelleux statique. Et lorsqu'il touche les hémisphères, on parle d'un syndrome cérébelleux cinétique. S'il touche les deux, on parle d'un syndrome cérébelleux statocinétique. Nesrine. Ça, vous me parlez donc de l'identification du germe. Si le varicelle ou le zona, ça touche généralement, c'est les nerfs, c'est-à-dire mais le zona ophtalmique. On peut avoir, ça, c'est des étiologies. Lorsqu'on fait une étude, on va avoir une étiologie réelle pour, par exemple, une cause infectieuse. Mais généralement, c'est-à-dire l'infection peut être à l'origine d'un syndrome cérébelleux. Mais le varicelle, c'est généralement c'est compression médulaire, c'est la moelle médulaire, c'est-à-dire qui est trop touchée. Varicelle au niveau cérébral, c'est pratiquement exceptionnel. Non, c'est-à-dire l'ataxie cérébelleuse, la démarche, elle est connue, elle est ébrieuse. Par contre, dans l'ataxie vestibulaire, la démarche, comment elle est? La démarche, elle est en étoile de Babinski-Well. Si donc vous avez un syndrome pour la position debout, donc un signe de Romberg positif en cas de syndrome vestibulaire, vous avez la déviation des index, vous avez des vertiges, mais l'ataxie cérébelleuse et l'ataxie vestibulaire, c'est pas la même chose. L'ataxie cérébelleuse, la marche, elle est de type ébrieuse, mais l'ataxie vestibulaire, c'est la démarche en étoile de Babinski-Well. C'est pas la même chose, mon ami. L'ataxie proprioceptive, parce que j'ai oublié de vous parler de l'ataxie proprioceptive, c'est-à-dire qu'en cas de syndrome cordonal postérieur, on peut avoir une ataxie proprioceptive. Mais généralement, il y a toujours, c'est-à-dire chacun a, c'est-à-dire ce type de démarche. C'est pas la même chose. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.